Allô? Est-ce qu'il y a un répondant? Est-ce que vous avez l'écran? Oui, professeur. C'est bon? Allô? 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 Oui, oui. Oui, Est-ce que vous professeur. avez l'écran? Anam? Oui, oui. En diaporama ou là juste... Allô? Non, il n'est pas en diapo. On vous entend. Alors, maintenant, là c'est bon? Allô? Non. Donc, très bien. Donc, on va parler du traitement du diabète de type 2. Alors, pour comprendre un petit peu la physiopathologie du diabète, il faut reprendre son histoire naturelle. Donc, vous voyez sur cette diapositive l'histoire naturelle du diabète du type 2. Donc, je ne sais pas, donc la flèche, elle est visible. Oui, monsieur. D'accord, très bien. Il vaut mieux que rester connecté comme ça pour que je puisse savoir si la communication se coupe ou pas. Donc, vous avez ici l'histoire du diabète. Donc, le diabète est généralement défini à partir d'une glycémie supérieure à 1,25 grammes par litre ou 125 mg par décilitre. Et vous voyez que donc c'est là le moment de diagnostic. Disons que le 0, c'est le moment de diagnostic du diabète. Donc, avant avant de faire ce diagnostic de diabète, vous avez toute une histoire derrière. Vous avez pratiquement moins 20 ans d'évolution d'une insulinorésistance et d'une diminution de la sécrétion d'insuline. Donc, vous voyez donc plusieurs années avant l'apparition du diabète, vous avez une augmentation continue de l'insulinorésistance qui reste par la suite en plateau et demeure durant toute la vie du diabétique traité ou pas. En parallèle, vous avez une augmentation de l'insulinosécrétion jusqu'à un point maximal. Par la suite, les cellules bêta du pancréas vont s'épuiser et vous allez donc avoir une chute de la sécrétion d'insuline à un certain moment où il y a un maximum d'insulinorésistance avec un niveau bas de la sécrétion d'insuline. Il va y avoir donc un déséquilibre entre la consommation du glucose parce qu'il y a une résistance périphérique et parce qu'il y a une diminution relative de la sécrétion d'insuline. Et donc, vous aurez l'apparition de diabète, c'est-à-dire que vous aurez en parallèle une augmentation de la glycémie postprandiale dans un premier temps et de la glycémie à jeun. Donc, si à un certain moment, à un moment donné, vous avez une glycémie à 1,24, donc elle n'a pas encore atteint le 1,26 qui est nécessaire à la définition du diabète, donc est-ce que c'est un diabète ou c'est pas un diabète? Donc, il faut donc savoir que toute glycémie élevée qui est proche de 1,26, ça veut dire qu'on a une histoire derrière, une longue histoire d'insulinorésistance et une longue histoire
de baisse de l'activité des cellules bêta, de la fonction des cellules bêta. Donc, vous avez déjà, on dit que généralement, quand le diabète apparaît, pratiquement 50% des cellules bêta du pancréas sont détruites et ne produisent plus d'insuline. Ce qui veut dire que à 1,24 ou à 1,23 ou à 1,20, on n'est pas loin de diabète. C'est-à-dire le chiffre 1,26, ce n'est pas un chiffre on-off, c'est-à-dire plus de 1,26 égal ou supérieur à 1,26, il y a diabète, moins de 1,26, il n'y a pas de diabète. Non, même à 1,24, même à 1,23, ça veut dire que le pancréas, que le maximum de pancréas est détruit, et ça veut dire que même si la définition prend cette limite de 1,26 pour dire qu'il y a diabète, ce que vous devriez garder bien sûr pour votre pratique et pour votre examen, mais dans votre tête, dès que la glycémie s'approche de 1,26, 1,23, 1,24, disons même 1,20, il y a un problème au niveau du pancréas et le diabète est pratiquement là. Mais bien entendu, dans notre pratique, on se limite à la définition universelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir 1,26 ou plus pour définir un diabète. Et cette hyperglycémie donc, est due donc, à la diminution de la fonction des cellules bêta et donc de l'insulinémie et à l'augmentation de l'insulinorésistance, donc va définir, bien sûr, va être donc, elle est due généralement à de grandes perturbations. Vous avez la diminution de l'activité bêta, vous avez une perturbation de la fonction au niveau du foie, vous avez une augmentation de la sécrétion du glucagon, diminution de la captation du glucose au niveau périphérique, augmentation de la lipidase, enfin, tous les paramètres qui contribuent à l'installation d'une hyperglycémie à la fin. Cette hyperglycémie, bien sûr, donc, pour la traiter, on peut agir donc sur différentes étapes ou différents éléments qui contribuent à l'augmentation de la glycémie. Vous me suivez? Allô? Oui, professeur. C'est bon, donc vous entendez bien. OK, donc vous avez donc un traitement, le traitement, donc le traitement final donc, constitue au remplacement de l'insuline par de l'insuline qu'on va injecter. Mais avant cette étape, tant qu'il y a des cellules au niveau du pancréas qui sécrètent de l'insuline, on va utiliser différents traitements qui peuvent aider ce pancréas à sécréter ou qui peuvent aider le muscle à utiliser cette insuline en périphérie. Donc, l'objectif du traitement, de tout traitement, donc, c'est d'obtenir un équilibre métabolique, donc un équilibre glycémique correct, défini selon les objectifs pour chaque type de diabète, prévenir et éviter les complications de diabète. Et donc, le maximum des complications ou le maximum des complications passe via les complications vasculaires, donc qui définissent un petit peu le grand risque chez le patient diabétique, c'est-à-dire que le patient diabétique meurt beaucoup plus de ces complications cardiovasculaires que de ces complications métaboliques. C'est pour cela qu'on dit pas actuellement que le diabétique est le pronostic est lié au risque cardiovasculaire chez le diabétique. Donc, pour arriver à réaliser ces objectifs, donc vous avez plusieurs armes. Vous avez donc les antidiabétiques. Avant, on les appelait les antidiabétiques oraux. Actuellement, on les appelle les antidiabétiques non insuliniques. Et vous avez l'insuline. Pourquoi non insulinique? Parce que vous avez des antidiabétiques qui ne sont pas des insulines, mais qui sont injectables. Donc, ils ne sont pas des produits qu'on prend par voie orale. C'est pour cela qu'on préfère actuellement d'utiliser les antidiabétiques non insuliniques. Et la deuxième arme, bien sûr, c'est l'insuline. Et vous avez par la suite donc, une diététique à respecter que tout diabétique doit comprendre grâce à l'éducation thérapeutique. Et vous avez bien sûr, il faut favoriser l'activité physique
qui va consommer le maximum de glucose et maintenir les vaisseaux, si vous voulez, en bon état. Donc, l'activité physique agit sur plusieurs paramètres. Elle peut agir sur la glycémie, comme elle peut agir sur la dyslipidémie, comme elle peut agir sur la souplesse et l'activité endothéliale. Et tout cela, bien sûr, doit être coordonné par une éducation thérapeutique qui doit être assurée à tous les patients diabétiques. Et pour cela, donc, il faut avoir réservé quelques séances d'éducation thérapeutique chez ces patients parce que c'est très important de faire comprendre aux patients qu'est-ce que c'est que sa maladie, quelles sont les complications qui sont dues au diabète, quelle est la diététique qu'il doit suivre, quel est le rythme des activités physiques qu'il doit assurer et comment doit répartir son traitement et comment doit, bien entendu, surveiller sa glycémie. Donc, l'autosurveillance est un élément très important dans la prise en charge du diabétique. Quelles sont les classes thérapeutiques donc, dont on dispose pour traiter le diabète? Le fameux traitement le plus ancien et le plus classique et qui reste indétrônable dans la prise en charge du diabète, ce sont donc les biguanides, représentés essentiellement par la metformine que vous connaissez tous. Le deuxième groupe des antidiabétiques est représenté par le sulfamide hypoglycémiant. Vous avez ce qu'on appelle, ce qu'on a en Algérie, donc vous avez le glibenclamide, donc représenté par le nom commercial, le Downhill. Vous avez le glyclazide commercialisé en Algérie sous le nom de Diamicron. Vous avez le glimépiride qui est donc représenté par l'Amarel. Et vous avez d'autres médicaments, d'autres sulfamides hypoglycémiants, mais qui sont moins utilisés en Algérie. Vous avez essentiellement ces trois sulfamides hypoglycémiants, surtout les deux derniers, c'est-à-dire le glyclazide et le glimépiride. Vous avez donc, après les biguanides et les sulfamides, vous avez ce qu'on appelle les sécrétagogues de l'insuline ou bien les glinides, représentés en Algérie par le répaglinide ou le Novonor. Vous avez un quatrième groupe de médicaments antidiabétiques représentés par les glitazones, la pioglitazone a été utilisée, a été commercialisée en Algérie, mais je pense actuellement qu'elle n'est plus commercialisée. Donc, c'est un groupe dont on ne dispose pas en Algérie depuis peut-être plus d'une quinzaine d'années. Le cinquième groupe, ce sont donc des médicaments, le cinquième et le sixième groupe, ce sont des médicaments tout nouveaux. Ça fait pas longtemps qu'ils ont été mis sur le marché et ils existent, les deux classes existent en Algérie. Donc, vous avez les inhibiteurs de la DPP4, on va expliquer par la suite quel est leur rôle. Donc, la sitagliptine, la linagliptine et la saxagliptine. Et vous avez les analogues de la GLP1 représentés en Algérie essentiellement par l'eraglutide. Les inhibiteurs de SGLT2, donc on les appelle également les gliflozines, représentés en Algérie par deux molécules d'apagliflozine et l'empagliflozine. Donc ce sont les tout derniers médicaments qui ont révolutionné, si vous voulez, la prise en charge de diabétiques ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils améliorent le risque cardiovasculaire. Et on a dit tout à l'heure que le pronostic chez le diabétique est dominé essentiellement par la morbimortalité cardiovasculaire. Vous avez le dernier groupe, bien sûr, quand tous ces médicaments n'arrivent pas à assurer une glycémie normale, quand on n'arrive pas aux objectifs. Donc, on est obligé, dans un premier temps, d'associer une insuline sous forme d'une injection bedtime le soir, ou bien carrément passer à l'insulinothérapie quand c'est nécessaire, quand le pancréas est complètement épuisé. Donc, on sera amené à remplacer définitivement le pancréas par l'injection de l'insuline. Les insulines, vous les connaissez, vous avez donc les NPH les plus anciens, l'Espro, l'Aspart. On a ce qu'on appelle les glargines représentées essentiellement, donc ce sont des insulines lentes.
donc à action lente, de lentus GUO, ou le détimir, représenté essentiellement par Levimir, ou très récemment Tricibac. Donc les deux nouveaux ou les deux nouvelles insulines à action prolongée ne sont pas encore commercialisées. Ils ont eu comment dirais-je, l'autorisation de commercialiser ça en Algérie, mais ils ne sont pas encore disponibles au niveau des pharmacies. Et vous avez bien sûr des mélanges d'insuline lente et d'insuline rapide, tels que le Novomix ou l'Humalog Mix, donc qui est associé donc des insulines à des proportions différentes, des insulines lentes et des insulines rapides. Commence par les biguanides pour comprendre un petit peu quel est leur mécanisme d'action. Donc, ils ont une action sur la glycémie. Ils diminuent l'absorption des glucides au niveau intestinal. Ils inhibent la néoglycogénèse au niveau du foie. Ils augmentent la captation périphérique du glucose, donc ils agissent bien au niveau des muscles, donc ils agissent bien contre l'insulinorésistance. Et ils augmentent l'affinité de l'insuline au récepteur également. Donc, ce sont deux mécanismes qui favorisent l'utilisation de l'insuline au niveau périphérique, au niveau des muscles et au niveau du foie. Donc, ils luttent principalement contre l'insulinorésistance. Vous avez également une action sur les lipides, mais qui est une action, bien entendu, secondaire. Donc, ça, c'est pour résumer les trois sites. Donc, les biguanides, donc la metformine, elle diminue l'absorption intestinale, elle diminue la production au niveau du foie et elle favorise l'utilisation de l'insuline, du glucose, donc en augmentant les récepteurs au niveau périphérique, donc en agissant sur l'insulinorésistance. Donc, vous avez trois actions: diminuer au niveau de l'intestin l'absorption, diminuer la production du glucose au niveau du foie et favoriser la consommation du glucose au niveau périphérique, essentiellement au niveau du muscle. Alors, contre-indication donc en cas d'insuffisance rénale donc importante, inférieure à 30, généralement entre 30, une clairance à la créatinine entre 30 et 40 et 45, on doit diminuer de moitié la posologie de la metformine, mais inférieure à 30, généralement, on doit passer à un autre médicament parce qu'il y a un risque de complications métaboliques secondaires à la consommation de la metformine. Donc, toute insuffisance hépatocellulaire patente également, toute insuffisance respiratoire sévère, insuffisance cardiaque sévère également, tout ça peut contre-indiquer l'utilisation de la metformine. Et bien entendu, c'est pour cela qu'il faut surveiller au cours du traitement la fonction rénale, surtout chez les sujets âgés. Alors actuellement, donc, on dit que la metformine reste toujours le premier médicament à utiliser dans la prise en charge du diabétique en dehors de la grossesse. Donc, il a une action, bien sûr, au niveau de la mitochondrie et essentiellement au niveau de la néoglycogénèse du foie. Il diminue la glycémie, donc en améliorant la sensibilité à l'insuline au niveau périphérique, au niveau du foie et au niveau périphérique. Donc, il permet également, pour certains, de perdre un peu de poids, mais du moins, il ne permet pas un gain de poids comme certains médicaments antidiabétiques. Et les résultats de l'UCAPDS, donc ce sont des grandes études qui ont été publiées il y a plus de 20 ans maintenant et qui ont démontré leur efficacité sur la diminution du risque cardiovasculaire à l'époque. Alors, les sulfamides et les glimides, ils ont une action donc stimule la sécrétion d'insuline. Donc, ils ont une action directe sur les cellules bêta, indépendamment de la glycémie. Donc, ils diminuent l'hémoglobine glyquée de 1 point à 1,5 point. Donc, vous voyez que les sulfamides, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les glinides, ce sont les insulinosécrétagogues. Donc, ils vont stimuler les cellules bêta au niveau du pancréas
qui sont toujours là, donc, donc ils vont les forcer à produire plus d'insuline. L'avantage, donc, c'est une prise orale. Ce sont des médicaments très anciens. Ils sont connus, donc leur prix est très, très, très abordable. L'inconvénient, est bien entendu, c'est le risque d'hypoglycémie, surtout quand on en période de jeûne. C'est pour cela que les diabétiques qui prennent ce genre de médicaments, il faut faire attention si ces malades veulent respecter le jeûne durant le ramadan. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien répartir la dose les doses thérapeutiques afin d'éviter, surtout si le sujet est âgé, donc il y a un grand risque d'hypoglycémie. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans les dernières recommandations? Que les sulfamides donc, stimulent la sécrétion de l'insuline via, donc, en augmentant la sensibilité aux canaux potassiques et l'ATP. Elles sont connues depuis longtemps. Donc, vous avez ici donc, les différentes présentations de ces sulfamides, les glyclasides 80. Donc, il existe actuellement des formes lentes ou ultra lentes, surtout pour les glyclasides. Et pour les glypenclamides, vous avez donc de différents dosages également. Je reviens à la metformine qui est dosée